Assez serré. Donc, bienvenue pour ce panel de l'Axe 3. J'ai un prestigieux panel, en fait, je suis fort honorée de le présider. Tout d'abord avec Christine Vézina, qui est professeure à l'Université Laval. Ensuite, vous avez Yann Joly, professeur à l'Université McGill. Hugo Tremblay, professeur à l'Université de Montréal. Et Audrey Ferron-Parère, qui est doctorante chez nous, en droit de la santé, qui est en fait mon étudiant. Alors, 10-12 minutes chacun. Je pense que Christine allait commencer. Alors, de ce pas. Alors, bonjour à tous. Je dois dire que je suis un peu fébrile de me retrouver ici parce que la dernière fois, aux côtés de Catherine Régis, c'était au moment de ma soutenance de thèse. Alors, les années, 2 années ont passé et puis je suis bien heureuse de vous retrouver dans un autre contexte. Alors, voilà. Donc, aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler d'un sujet que je souhaite développer dans le cadre de l'Axe 3. Donc, tout ce qui, en fait, en ce qui me concerne, c'est une réflexion qui porte sur la santé. Mais ma perspective, ou enfin ma potentielle contribution au développement de la réflexion dans le cadre de l'Axe 3 porte sur les liens qu'on peut développer entre la santé et les droits de la personne. Alors, c'est vraiment ce qui caractérise davantage mes recherches, les liens entre la santé, notamment chez les personnes marginalisées, et les droits de la personne. Alors, en passant après le panel 2, les experts de la technologie, alors que moi, je suis pas nécessairement fluente dans la gestion de mes diapos, ça me met beaucoup de pression, mais bon, bref, je pense que je vais m'en sortir. Alors, le plan en 12 minutes, brièvement, je traiterai de chacun de ces points-là. Je ne vais pas m'y attarder compte tenu des contraintes de temps. Donc, tout d'abord, la problématique. Alors, quels sont les enjeux qui m'amènent à réfléchir justement au lien entre la santé, la marginalisation et les droits de la personne? Alors, bon, il faut mettre de l'avant l'idée qu'il existe des déterminants structurels qui sont sous-jacents aux inégalités de santé, hein, et j'entends par déterminants structurels la pauvreté, l'éducation, les difficultés d'accès au logement, l'emploi, les enjeux de sous-alimentation, etc. Alors, évidemment, ces déterminants, l'impact de ces déterminants ou l'influence de ces déterminants sur les enjeux de santé sont documentés principalement dans la littérature en santé publique. Le deuxième point, la marginalisation et l'exclusion sociale sont des processus qui ont pour effet d'accroître les inégalités de santé. Alors, encore une fois, il y a plusieurs écrits qui portent sur l'influence de l'exclusion sociale sur les inégalités de santé, principalement des réflexions toujours en santé publique. Le droit et les politiques publiques ont un impact sur ces déterminants et sur l'exclusion sociale. Alors ici, ont un impact. Quel type d'impact? On peut se questionner sur le type d'impact. Très souvent, enfin, si on analyse certains enjeux sociaux qui ont teinté nos réalités sociales au cours des 15 dernières années, on peut voir que le droit et les politiques publiques ont souvent un impact négatif sur les déterminants de la santé. Hein. Je pense aux enjeux relatifs au sous-financement en logement social, à l'accès, aux difficultés d'accès aux sites d'injection supervisés pour les personnes qui utilisent des drogues injectables, à la criminalisation de certaines activités associées au travail du sexe, sur l'impact donc de cette criminalisation sur la sécurité des prostituées. Je pense aussi aux enjeux de criminalisation de l'exposition au risque de transmission du VIH. Donc, bref, différents cas de figure où le droit et les politiques publiques ont un impact ont une influence négative sur les déterminants de la santé et ont tendance à accroître la vulnérabilité aux inégalités de santé. Et de façon plus contemporaine, en contexte de compression budgétaire, hein, pour ne pas dire en contexte de mesures d'austérité, les personnes marginalisées qui vivent dans l'exclusion sociale sont plus vulnérables aux effets des compressions dans les programmes sociaux. Alors ici, je pense notamment, puisque c'est un enjeu d'actualité, aux compressions
qui atteignent les organismes communautaires, donc les organismes communautaires qui sont en première ligne, qui accompagnent et qui offrent du soutien aux personnes les plus marginalisées de la société. Donc, évidemment, les compressions budgétaires auprès de ces organismes qui ont mené notamment à des fermetures dans certains milieux ont un impact sur la vulnérabilité aux problématiques de santé chez les personnes marginalisées. Je pense aussi à certaines compressions qui ont marqué notamment les prestations d'aide sociale et qui donc ont entraîné des effets négatifs au niveau de l'accès aux cures de désintoxication pour les personnes qui utilisent des drogues injectables. Et je vous renvoie aussi à certaines conclusions du rapport récent là, du Protecteur du citoyen de 2015 qui met en lumière également les effets négatifs des compressions budgétaires sur les personnes les plus vulnérables de la société. Alors, face à ces enjeux, les deux questions que je souhaite soulever aujourd'hui, comment permettre aux personnes marginalisées et aux organismes de défense des droits qui travaillent à leur côté de contester ces inégalités de santé, donc contester ces inégalités de santé, agir, avoir un pouvoir sur les déterminants qui ont une influence négative sur leur état de santé. Et deuxième question, comment les autorités gouvernementales peuvent-elles développer des lois, des politiques publiques et des programmes qui ont pour effet de réduire les inégalités sociales et ainsi d'entraîner un impact positif sur la santé des populations marginalisées? Donc, évidemment, deux grandes questions à l'égard desquelles je n'ai pas tous les éléments de réponse, mais l'hypothèse que je souhaite explorer avec vous aujourd'hui, justement dans une vision plus prospective des travaux que nous pourrions développer davantage dans l'axe 3, c'est celle donc de la pertinence de développer des approches, je mets ça entre guillemets, là, des approches basées sur les droits de la personne. Alors, qu'est-ce qu'on entend ici par des approches basées sur les droits de la personne? Alors, cette appellation, elle est surtout utilisée dans la littérature anglo-saxonne, hein, les Human Rights-Based Approach. Et donc, on entend par là des stratégies qui sont mises de l'avant pour agir sur les déterminants de la santé par le biais de la protection des droits de la personne. Alors, ici, la protection des droits, en fait, s'apparente à un déterminant de la santé en soi. Je donne l'exemple, par exemple, de certains travaux qui ont été menés, notamment en santé sexuelle des femmes. C'est vraiment un domaine où on a beaucoup développé cette approche d'interrelation entre la santé et les droits de la personne. Alors, dans certains pays du monde, peut-être de manière plus frappante dans les pays en voie de développement. Alors, on voit dans certains cas de figure des stratégies qui sont mises en place pour protéger le droit à l'égalité des femmes, le droit à un niveau de vie suffisant, le droit au logement, qui s'apparentent à des déterminants de leur santé, puisque si ces droits sont respectés en amont, elles ont plus de pouvoir, en fait, sur leur propre santé. Alors, cette interrelation, ce courant là, qu'on appelle dans la littérature le courant qui étudie le mouvement, en fait, qu'on désigne comme étant le mouvement Health and Human Rights, c'est un courant donc qui développe beaucoup de recherches sur les liens, sur l'interrelation, sur l'intersection entre la santé et les droits de la personne. Ce sont des travaux qui sont principalement réalisés par le François-Xavier Banggood Center à l'Université Harvard. J'ai oublié le H majuscule, n'est-ce pas? Veuillez m'en excuser. Et il y a une revue d'ailleurs qui a été créée en 1994, si mon souvenir est bon, et qui donc permet de publier les travaux qui sont développés dans la perspective de ce courant. Et ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement de recherche, en fait, ce courant de recherche est formé d'universitaires, de chercheurs, mais aussi de praticiens en santé, praticiens des droits de la personne qui travaillent sur le terrain et d'activistes. Donc, c'est interdisciplinaire et ça nous permet de dégager des perspectives souvent innovatrices sur les enjeux, sur les interrelations entre droits de la personne et santé. Donc, en m'appuyant sur ces travaux et sur cette hypothèse de l'interrelation entre les droits de la personne et la santé, je propose de développer des approches basées sur les droits de la personne. Alors, qu'est-ce que j'entends ici par des approches basées sur les droits de la personne?
Alors, tout d'abord, les approches basées sur les droits de la personne, celles qui sont donc documentées dans la littérature, on constate que ce sont des approches qui reposent sur, les postulats de base de l'interdépendance et de l'interrelation entre les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels. Alors, cette approche théorique a été propulsée notamment en 1993 par la Déclaration de Vienne, mais je parle d'une approche théorique parce que les mécanismes de mise en œuvre des droits économiques et sociaux ont fait en sorte que pendant de nombreuses années, ces droits ne disposaient pas des mêmes mécanismes qui leur permettaient donc d'avoir la même effectivité que les droits civils et politiques. On voit qu'il y a des développements importants qui ont lieu en droit international, notamment l'entrée en vigueur du protocole facultatif au Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels qui est survenu en 2013. Donc, l'ajout de ce protocole, en fait, dans le système de protection des droits économiques, sociaux et culturels au niveau international est venu, si vous voulez, équilibrer les deux régimes de protection, celui relatif aux droits civils et politiques et celui relatif aux droits économiques et sociaux. Et donc, il y a vraiment présentement une reconnaissance dans la littérature d'une nouvelle ère, de l'émergence d'une nouvelle ère des droits économiques et sociaux dans le champ de la protection des droits de la personne. Donc, quand on parle d'approches basées sur les droits de la personne, ce sont des approches qui s'appuieraient donc sur la protection des droits civils et politiques ainsi que sur la protection des droits économiques, sociaux et culturels. Alors, voilà pour la clarification au niveau de l'appellation des droits de la personne. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par des approches basées sur les droits de la personne? Alors, trois formes d'approches que l'on doit, je pense, penser et construire sur la base d'un continuum de stratégies. Donc, des approches de judiciarisation, des approches de mobilisation politique et des approches programmatiques. L'approche programmatique est certainement la plus innovatrice et c'est celle que je vais donc vous présenter en dernier point de présentation. Pourquoi je parle de continuum? Parce que on a pu constater au cours des 5 dernières années que parfois, chacune de ces approches, enfin surtout principalement les approches de judiciarisation et les approches de mobilisation politique, on a pu voir, notamment dans le contexte de la contestation judiciaire, de la criminalisation des activités relatives au travail du sexe, on a pu voir que lorsque les groupes sociaux, par exemple, se mobilisent autour, par exemple, des approches de judiciarisation, il peut y avoir plusieurs écueils qui découlent de cette unique stratégie, du fait de se mobiliser autour de cette seule stratégie de judiciarisation, puisque l'issue de la stratégie, l'issue du processus, peut ne pas nécessairement correspondre aux attentes des groupes communautaires. Alors, ce fut le cas dans le contexte de la contestation des articles du Code criminel qui portaient sur la criminalisation du travail du sexe. Les groupes de défense des travailleurs du sexe étaient fortement mobilisés autour de ces stratégies et avaient plusieurs espoirs. Et lorsque la décision a été rendue dans l'affaire Bedford en 2013 par la Cour suprême, les groupes ont salué la décision et par la suite, bon, eh bien, le législateur a réagi à cette décision et n'a pas nécessairement adopté une approche qui était celle qui était souhaitée par les groupes. Donc, on voit que l'approche de judiciarisation en elle-même peut entraîner certains effets pervers sur la mobilisation, en fait, et sur le moral des troupes, je dirais. Alors, donc, l'importance du continuum, c'est d'essayer de travailler sur les 3 niveaux pour justement pallier les effets pervers de chacune de ces stratégies. Conclusion, peut-être? Pardon? Conclusion. Alors, oui, excusez-moi, j'ai perdu j'ai perdu le chronomètre.
Alors, les 3 approches, rapidement, en conclusion. Moi, en fait, ce qui devait être le cœur de mon propos, c'est de vous parler de l'importance de développer des approches sur les droits économiques, socio-culturels. J'ai dit tout à l'heure que les approches basées sur les droits de la personne englobent les droits civils et politiques et les droits économiques, socio et culturels. Dans le contexte québécois, dans le contexte juridique québécois, on est face à un sous-développement criant en matière de recherche sur les droits économiques, socio et culturels. Donc, ma proposition, c'est de développer davantage ces aspects en lien avec le développement de la recherche sur les droits économiques, socio-culturels. Alors, il y a déjà plusieurs auteurs, je cite Brunel et Sanson, Bossé et Lamarche, Robitaille, qui ont contribué à développer la théorie en matière de droits économiques, socio-culturels. Et donc, il y a différentes pistes d'action. On peut tenter de joindre, de créer des alliages entre des droits qui sont déjà reconnus dans la Charte québécoise et les droits économiques, sociaux et culturels pour accroître l'effectivité des desks. Et surtout, tenter de développer des approches qui vise à accroître l'imputabilité des gouvernements, notamment en contexte d'austérité. Alors, les desks permettent de demander au gouvernement de justifier, en fait, les mesures qui sont adoptées, les mesures restrictives, puisque les desks imposent une réalisation progressive et condamnent les mesures régressives. Les approches de mobilisation politique des desks, alors, ce qui est à développer davantage, là, je fais un lien avec les travaux que j'ai réalisés dans le cadre de ma thèse de doctorat, ce sont les aspects de connaissance et de socialisation des desks par les mouvements sociaux, parce qu'on constate que les mouvements sociaux sont un peu le reflet, finalement, du sous-développement juridique des droits économiques, sociaux et culturels, et que la connaissance et la socialisation autour des desks est moins développée qu'en matière de droits civils et politiques. Et finalement, l'aspect le plus, certainement celui qui mérite les développements les plus importants, ce sont les approches programmatiques des desks. Alors, qu'est-ce que j'entends par approche programmatique des desks? Ce sont donc des approches qui visent à intégrer, à développer en fait des grilles d'analyse qui seraient utilisées par les acteurs politiques en amont de l'élaboration des programmes et des politiques publiques dans le but, donc, de s'assurer que les programmes qui sont mis en œuvre respectent le contenu normatif des droits économiques, sociaux et culturels. Et je vois dans l'avis de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse à la Commission de révision permanente des programmes qui a été rendue en 2014, je vois une prémisse de cette tentative de développer davantage les approches programmatiques, parce que dans son avis à la Commission de révision permanente des programmes, la Commission demande, en fait, à ce que les droits économiques et sociaux soient pris en considération en amont des choix qui sont faits en termes de compression budgétaire. Alors, ça, c'est l'aspect vraiment qui s'inscrit en amont, donc, du processus d'élaboration des politiques publiques. L'importance également de développer des évaluations d'impact des mesures gouvernementales, notamment des compressions budgétaires, sur la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des personnes marginalisées. C'est aussi des stratégies qui doivent être développées davantage et qui donc peuvent s'adjoindre en fait à la nécessité d'effectuer un suivi de la réalisation progressive en développant notamment des indicateurs pour être capable d'évaluer le suivi de la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels. Et finalement, ces mécanismes en fait servent à, encore une fois, à exiger davantage d'imputabilité des gouvernements en amont des procédures judiciaires. Donc, l'idée ici, c'est de demander à ce que les contenus des politiques et des programmes soient élaborés en amont sur la base des balises normatives qu'imposent les droits économiques, sociaux et culturels pour pouvoir, par la suite, en aval, accroître la légitimité du travail des tribunaux qui pourront entamer un dialogue entre l'exécutif et le judiciaire sur la base de la raisonnabilité des politiques et des programmes qui seront développés par les autorités gouvernementales. Donc, pour conclure, merci de m'avoir étendu un peu le temps qui m'était accordé. Pour conclure, le constat donc d'un sous-développement des droits économiques, sociaux et culturels en droit québécois et en droit canadien, et l'importance donc de développer davantage la recherche sur ces aspects-là, notamment pour suivre les développements qui sont intéressants et qui sont importants au niveau du droit international et en droit comparé.
avec une emphase particulière à l'égard de l'impact des mesures d'austérité, puisqu'on voit un développement du droit international et du droit interne dans certains pays d'Europe qui sont confrontés justement aux impacts des mesures d'austérité. Et on voit que le fardeau du gouvernement de justifier ces mesures-là est de plus en plus encadré par les droits économiques, sociaux et culturels. Et finalement, le besoin également de développer peut-être davantage de recherche empirique pour comprendre en fait en amont les facteurs qui... les obstacles, en fait, aux stratégies de judiciarisation en matière de droits économiques, sociaux et culturels. Il y a certains avocats de l'aide juridique qui m'ont appelé récemment parce qu'ils souhaitent développer des stratégies de judiciarisation qui sont basées sur les droits économiques, sociaux et culturels. Et on constate qu'il y a beaucoup de méconnaissances et que ce sont des outils qui sont encore un peu abstraits pour les avocats, les praticiens sur le terrain. Donc, l'importance de documenter davantage ces obstacles pour être capable de développer des stratégies adaptées, en fait, aux réalités procédurales du droit québécois. Alors, voilà. Merci beaucoup pour le temps qui m'a été accordé. Merci beaucoup, Christine. Vous l'avez par... Non, trop chaud. Alors, je fais le changement de PowerPoint et j'en profite en même temps pour remercier Vincent pour l'invitation. Ça me fait toujours vraiment plaisir de venir aux rencontres du regroupement. Ça fait des années que j'y participe. Il y a des années où ça a été plus facile, d'autres années moins avec les horaires qu'on a, mais c'est toujours avec grand plaisir que je reviens. Et voilà. Donc, ma présentation aujourd'hui se veut un peu dans l'esprit de la rencontre, c'est-à-dire qu'elle est courte et très expérimentale. Je vais tester certaines idées, la pointe d'un iceberg de réflexion qui est encore loin d'être complété. Et aussi, elle s'inscrit en suivi direct des réflexions de beaucoup de mes collègues en technologie de l'information. Donc, j'étais très content quand je suis arrivé. J'ai pu entendre quelques-unes de leurs présentations et je me disais, mon Dieu, c'est une introduction parfaite à ce que j'ai envie de discuter avec vous aujourd'hui. Aussi, je dois dire que j'ai essayé d'amener quelques idées visuelles aussi dans le PowerPoint. La raison est bien simple. Comme vous pouvez voir par mon titre, qui se veut sur l'incisabilité de l'information génétique en matière de gouvernance. Une des raisons de cette insaisissabilité, c'est parce que l'information génétique est quelque chose d'extrêmement complexe pour la perception. Et les gens, si on leur demande qu'est-ce qui résonne pour vous quand on parle de génétique, quand on parle d'information génétique, on peut avoir, dans une salle de 20 personnes, on peut avoir 20 réponses différentes. Et c'est des perceptions extrêmement colorées qu'on va explorer, en même temps qu'on va explorer l'aspect gouvernance. Et donc, aussi, si vous ne reconnaissez pas mon titre par rapport à ce que j'avais promis de dire, j'ai l'habitude de charcuter mes titres la veille des présentations. J'ai toujours un gros défi à trouver des titres qui m'allument. Alors, bon, celui-ci, on va s'en contenter pour ce matin. Et donc, bon, première image, ben, c'est cette idée de loterie génétique, de fatalité qu'on voit avec le bagage génétique des gens. Il y a quelque chose où il y a un aspect hasard, aléatoire. On n'est pas responsable, on n'a pas le contrôle. Et c'est un peu cette perception-là qu'on voit avec l'idée de la loterie génétique. Maintenant, je n'ai pas envie de vous donner un cours de science, mais ce que je voulais souligner avec cette deuxième diapo-là, c'est que la génétique, finalement, même si on soupçonnait depuis très longtemps le caractère héréditaire de toutes sortes de choses dans la biologie humaine, autant nos réactions aux aliments, le fait que certains groupes de personnes développaient certaines maladies, etc., etc. On s'en doutait depuis longtemps, mais il reste que c'est une science, somme toute, assez jeune. On a passé les bases théoriques de la génétique, remontent donc à la fin du 19e siècle. On a commencé à avoir une vision plus micro de ce qui se passait dans tout ça avec Crick et Watson au milieu du 20e.
Et finalement, on n'a pas été capable de faire grand-chose à part au niveau des maladies monogéniques, c'est-à-dire des maladies avec un seul gène et à caractère familial. À part ce petit nombre de maladies-là, on n'a pas été capable de faire grand-chose avant les années 2000. Même si nous en a parlé depuis longtemps, on a amené le sujet, mais en matière de génétique humaine, ça a vraiment démarré avec la fin du projet du génome humain. Et bon, maintenant, on espère, on a des nouvelles technologies. Au niveau technologique, on est très avancé. On est capable de faire plein de trucs avec l'information génétique. On est capable d'avoir le génome entier d'une personne séquencé maintenant pour moins de 1000 $. C'est superbe. Maintenant, on ne comprend rien à ce qu'on voit une fois que le génome est séquencé, ou très peu de choses. Mais la séquence, on est capable de l'avoir et elle prend beaucoup de place. Donc ça, c'est un peu ce qu'il faut savoir de façon extrêmement résumée à la base. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de cette information génétique? Comment est-ce qu'on la pense quand on est un juriste, quand on s'intéresse au mode de gouvernance? Bien, il y a deux grands courants de pensée qui se sont affrontés par rapport à l'information génétique. En arrivant dans les années 90, donc, comme je vous disais, on commençait à comprendre, dans le cas des maladies génétiques, très simples, avec un gène et tout ça. Et ça, c'était vraiment le temps de l'exceptionnalisme génétique. Et ce que c'est l'exceptionnalisme génétique? Finalement, ça s'inscrit ensuite direct du courant très protectionniste en matière d'éthique de la recherche, où on avait vu toutes sortes d'abus au cours du 20e siècle par les chercheurs, au niveau de la recherche médicale, et on avait en réaction décidé, bon, on avait Hans Jonas qui avait proposé son fameux principe de précaution. On voulait protéger les sujets de recherche de façon très paternaliste, et l'exceptionnalisme génétique s'inscrit bien là-dedans. En gros, ce qu'on dit, c'est l'information génétique. Et là, on revient à notre débat sur les technologies de l'information. On dit l'exceptionnalisme génétique, l'information génétique est unique. Et elle amène de nouveaux défis sans précédent. Et on doit donc la traiter de façon différente de tout autre type d'information, entre autres en santé, et la protéger de façon plus étroite, plus serrée. Et c'était ça, donc, ce courant d'exceptionnalisme génétique. C'est là qu'on a vu, entre autres en Europe, plusieurs pays adopter des lois contre la discrimination génétique, contre l'utilisation de la génétique en assurance, etc., etc. Mais maintenant, d'un autre côté, avec le projet du génome humain qui s'est complété assez rapidement, et quand on a vu que ça pouvait aider finalement la science à avancer, et en même temps encore inspiré par le succès de la science ouverte dans les technologies de l'information, bien, les chercheurs en génétique ont commencé à pousser de plus en plus pour avoir des gros projets qui leur permettraient d'avoir accès à des milliers et des milliers de participants pour avoir une grande force statistique dans leur recherche. Et là, on a dit, bien, si on veut avancer au prochain stade, et si jusqu'à maintenant, la génétique, on n'a pas été capable d'arriver à beaucoup d'applications cliniques, c'est qu'on avait besoin d'accès à un grand nombre de données et on n'avait pas accès à ces données-là. Maintenant, il faut y aller, il faut passer aux prochaines étapes et il faut partager les données à grande échelle dans des immenses projets, finalement. Et là, on voit cette idée très colorée de la génétique sur le nuage. Et c'est là qu'on est rendu, finalement. Et on a vu au courant des dernières années une poussée très forte des décideurs politiques qui s'est manifestée, entre autres, par les politiques des agences subventionnaires. Maintenant, si vous voulez être subventionné pour la recherche en génétique, il faut accepter de partager vos données et il y a des politiques très serrées à ce niveau-là. Par exemple, Génome Canada, qui est le plus grand organisme au niveau de financement des gros projets en génétique, autant au Québec qu'au Canada, ben, pour avoir des sous de génome, il faut avoir un plan de gestion et d'échange des données. Donc, on vous le demande avant même de vous financer. Comment allez-vous partager vos données? Évidemment, on n'a pas pensé une seconde à arrimer ces deux courants de pensée, celui des années 90 et celui des années 2000, ce qui donne certaines fois des conflits de politique et de loi assez intéressants. Maintenant, passons à ce que ça peut donner, justement, quand on commence à regarder les textes normatifs, autant en droit international qu'en droit national. Alors là, j'aime beaucoup la Déclaration du génome humain de 1997 parce qu'on voit l'affrontement des deux courants de pensée dont je viens de vous parler et c'est magnifique parce que vraiment, donc à l'article 1er,
on voit le génome humain sous-tend l'unité fondamentale de tous les membres de la famille humaine, ainsi que la reconnaissance de leur dignité intrinsèque, de leur diversité. Dans un sens symbolique, il est le patrimoine de l'humanité. Alors, il y a cette idée que le génome humain appartient à tous, et on a même vu aussi Hugo, qui est l'Organisation mondiale du génome humain, prendre position comme quoi les données génétiques étaient un bien global à partager, Global Public Good, donc un bien public global. Et donc aussi la notion qu'on ressort de patrimoine de l'humanité. Mais d'un autre côté, à l'article 6, on revoit notre approche protectionniste qui ressort, où on dit « Nul ne doit faire l'objet de discrimination fondée sur ses caractéristiques génétiques qui auraient pour objet ou pour effet de porter atteinte à ses droits individuels et à ses libertés fondamentales et à la reconnaissance de sa dignité. » Donc, on a quand même cette anxiété, cette possibilité, et là, j'ai mis notre fameux Gattaca. Quand on parle de génétique, c'est toujours un des films qui ressort. Pour ceux qui n'ont pas vu ce film, qui est un excellent film, c'est l'idée de cette société où les gens, depuis leur naissance, sont classés et organisés en fonction de leur bagage génétique. Donc, finalement, une dystopie où les gens voient leur vie dirigés par leur bagage génétique. Et j'ai aussi eu envie de vous montrer un peu, parce que on parle, comme je dis, quand on parle de génétique, c'est très flou pour les gens. Alors voilà un exemple d'une de ces grandes banques de données génétiques qui est magnifique. C'est en Chine, à Shenzhen. C'est un des plus grands centres de recherche sur la génétique. Et comme vous voyez, eux ont décidé de faire ça très vert, mais c'est pour donner une idée un peu de qu'est-ce que c'est une banque de données génétiques concrètement. Ben, finalement, ça n'a pas l'air très différent d'un autre bâtiment, d'un autre centre de recherche. Et donc, on continue. Maintenant, on va au niveau national. Ça, c'est intéressant. Maintenant, on veut protéger les gens. Alors, comment est-ce qu'on va protéger les gens avec l'approche protectionniste? Parce que il faut comprendre qu'on pousse depuis des années. Au Canada, on est un des pays où on n'a pas de loi par rapport à la discrimination génétique. Et ça déplaît à certains groupes de pression. J'ai presque terminé. Donc, et on a eu une poussée pour, justement, et ça continue. Il y a eu 2 projets de loi dans les 3 dernières années au fédéral. J'en ai vu un passer en Ontario aussi. Et là, donc, le projet nous définit d'abord les tests génétiques, comme l'analyse de l'ADN, l'ARN et les chromosomes. Et on nous parle aussi de prohiber la discrimination basée sur les caractéristiques génétiques. Donc, qu'est-ce que c'est les caractéristiques génétiques? Encore là, c'est très coloré, ça peut être tout et n'importe quoi, puisque toutes nos caractéristiques sont en partie héréditaires et donc génétiques. Donc, c'est très intéressant quand on se pose des questions. Et ça, bon, pour montrer encore un autre aspect de l'insaisissabilité de l'information génétique, mais nous, on est rendu maintenant à l'épigénétique au niveau des recherches, c'est-à-dire la partie des gènes, la partie de l'ADN, du bagage génétique qui est influencée par l'environnement et les choses qui finalement vont occasionner les changements en génétique. Et si vous regardez la définition d'épigénétique et que vous regardez la définition de test génétique dans la loi qui est proposée, on se rend compte que la loi telle qu'elle est proposée n'encadrerait absolument pas l'épigénétique, que ça ne rentre pas du tout dans la définition. Donc, on a un exemple parfait où la science est en avance et où, si on avait adopté ce projet de loi-là, ben, la réalité scientifique présente n'aurait pas été capturée. J'ai promis à Catherine de finir rapidement, donc je vais vous donner quelques pistes de réflexion. D'abord, balancer, et c'est des pistes de réflexion, et il y en a qui sont vraiment de base, simplement pour partir la discussion. Balancer éthique et précaution avec possibilité de bénéfices en santé. Il y a toujours cette perception du chercheur qu'on a en santé où on le perçoit des fois presque comme un criminel ou quelqu'un qui va commettre une faute. Est-ce qu'on peut aussi prendre en considération les bénéfices potentiels de la recherche dans une approche sans oublier l'idée de protéger, tenir à la fois compte de la nature communautaire, familiale et personnelle et de la complexité de l'information génétique. Donc ça, quand on adopte une loi, c'est très difficile de voir toutes ces dimensions de l'information génétique, mais je pense qu'il faut y penser.
anticiper la rapidité des développements scientifiques dans ce domaine par la recherche, la gouvernance par anticipation, la surveillance en temps réel. Donc, on a à faire face à une réalité scientifique en émergence qui se développe très vite, mais soyons rapides, nous aussi, dans la façon dont on va penser à la gouvernance de cette réalité. On parlait, est-ce que le droit est technologie ou le droit sur la technologie? Moi, je pense qu'il faut que ça soit les deux aussi. Donc à ce moment-là, le droit doit aussi être technologique, doit s'adapter. On doit, dans nos outils de recherche, s'adapter à la science. Et aussi, finalement, penser à des normes souples et à l'autogouvernance comme des possibilités de mécanismes de gestion plutôt que de tout de suite se précipiter. Il y a une approche très réactive qu'on voit des fois en droit des législateurs et des décideurs politiques qui sont aussi souvent, il faut le dire, reçoivent certaines pressions des différents groupes de patients. Et donc, on voit des fois des réactions où on va adopter des lois comme ça qui sont certaines fois mal arrimées avec la réalité scientifique. Finalement, pour terminer, je voulais dire que, justement, j'étais très intéressée par la perspective interaxe du regroupement et que je m'intéressais beaucoup à voir, à poser la question, est-ce que finalement, ce que je vous raconte, c'est nouveau? Est-ce que ça vous semble différent? Moi, j'ai l'impression que c'est pas si différent que ça des choses que les gens qui travaillent dans d'autres domaines, justement, de pointe. Là, j'en ai soulevé deux. L'énergie nucléaire, ça peut faire sourire un peu. On peut, à première vue, se dire, ben oui, mais la génétique, c'est pas aussi dangereux, c'est pas... Non. Mais il y a quand même cette capacité à la fois thérapeutique, à la fois sociétale, d'améliorer les choses dans l'énergie nucléaire, mais aussi de dévaster et de bouleverser ce qu'on connaît, la société telle qu'on la connaît, et ça, on le retrouve avec la génétique. Et évidemment, je pense que les liens avec les technologies de l'information sont probablement encore plus visibles. Premièrement, cet aspect bien public de l'information qu'on voit, mais aussi qui affronte ce caractère personnel, intime et autonomiste, finalement, cette vue autonomiste de l'information qu'on devrait protéger pour protéger les gens, ou en tout cas de cette perception des choses. Donc, je suis très intéressée à entendre parler aussi des approches des autres domaines pour informer ma propre réflexion sur le sujet. Merci. Audrey, est-ce que tu as un PowerPoint? Non. Voilà. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour cette chance là, de faire une présentation. Merci Vincent. Je vais vous parler de développement durable. C'est un des concepts clés de l'Axe 3. C'est souvent perçu comme un concept qui est galvaudé. On en parle en long, en large, jusqu'à l'ennui. Ça ne veut pas dire, à mon avis, que ça manque d'intérêt ou de pertinence. En fait, je vous en parle pour trois raisons. Premièrement, parce que j'ai toujours eu personnellement un malaise avec le développement durable. Ce concept-là, j'ai toujours eu l'impression qu'il pouvait être invoqué à toutes les sauces, en fait, pour même invoquer des projets qui, à mes yeux, sont vraiment les exemples parfaits de choses qui ne sont pas durables, qui ne sont pas du développement durable. La liste de ce type de projet-là est immense, elle est très, très grande au Québec, là. La mine Arnaud, la cimenterie McInnes, etc. Pour ceux qui suivent l'actualité en droit de l'environnement, en droit des ressources naturelles, en tout cas, on pourrait s'en parler. Mais quoi qu'il en soit, donc, d'abord, cette raison-là, c'est un malaise de ma part. J'avais besoin, donc, de me faire une tête sur ce concept-là que je voyais flotter dans mon domaine de recherche depuis très longtemps. La deuxième raison, justement, c'est que ce concept-là... il est très, très mal défini, extrêmement flou, et en droit en particulier, il est très inefficace, inefficient. Et si on étudie, par exemple, la loi sur le développement durable québécoise ou son pendant fédéral, on se rend compte, en fait, que c'est des lois qui ne proposent pas vraiment quoi que ce soit
de matériel, de contraignants. Et donc, il y a une pléthore de rapports qui ont été produits par le commissaire au développement durable, que ce soit au provincial ou au fédéral, qui démontrent en fait que le droit du développement durable, en tout cas au Canada, c'est pratiquement du vent. C'est possible d'en débattre. Il y a des gens qui n'ont pas la même opinion. Ça se voit dans la doctrine en droit de l'environnement. Quoi qu'il en soit, je pense que mon opinion est la meilleure. Donc, en plus de ces deux raisons, qui, en tout cas, sont peut-être vont à l'encontre, si l'on veut, là, de l'importance du développement durable, je pense qu'en contrebalancement, ça reste un concept qui est vraiment fondamental, en tout cas dans mon champ de recherche. Pourquoi? Principalement parce que c'est un des seuls concepts de droit substantif qui ouvre sur l'idée de survie de l'humanité à travers la notion des générations futures. Là. Et donc, dans un contexte de crise environnementale de plus en plus permanente, de plus en plus aiguë, changement climatique potentiellement catastrophique, extinction de masse, etc., c'est vraiment un concept qui apparaît comme clé dans le discours environnemental. Donc, compte tenu de ces trois concepts, j'ai fini par me dire que j'avais besoin de faire une définition du développement durable. C'est ce que Vincent, en fait, m'a permis de faire grâce à ce fameux collectif du RDCG. Et le résultat de ma démarche de définition du développement durable, c'est la suivante. C'est essentiellement, plus le développement est réduit, limité, restreint, plus il est durable. Donc, en gros, le développement le plus durable qui soit est un développement qui qui se refuse lui-même, qui refuse le développement. C'est essentiellement un développement qui dit non à tous les projets. Donc, c'est une idée peut-être un peu provocante, en tout cas peut-être un peu même subversive. Je reconnais que c'est certainement pas praticable. En tout cas, je vous demande d'être indulgent avec moi. C'est une réflexion qui n'est pas totalement aboutie et en fait, je veux simplement la soumettre à la discussion pour stimuler le débat dans cet espace où on est justement protégé là, des grands vents et marées du domaine académique. Alors, comment j'en suis arrivé à cette conclusion à propos du développement durable? C'est en faisant référence aux lois de la physique, qui s'applique en fait à tous les systèmes. La notion de système va être très familière pour les gens qui travaillent en droit des technologies de l'information. Pour les autres, là, quand je parle de système, il faut comprendre le concept dans son sens le plus large. En fait, il inclut des choses comme le système solaire, par exemple, l'écosystème, le système immunitaire, le système mécanique comme un pendule ou un moteur. Essentiellement, ce concept de système fait référence à presque tous les objets ou les ensembles d'objets matériels auxquels vous pouvez penser. Une roche, c'est un système, un organisme vivant est un système, et puis, évidemment, l'espèce humaine est un système qui bénéficie d'une extension technologico-industrielle par l'ensemble des moyens techniques dont on dispose dans notre société. Donc, pour en revenir à la physique, maintenant que j'ai clarifié cette notion de système, la physique, en fait, elle prévoit des lois qui sont tout à fait implacables et qui s'appliquent au fonctionnement de tous les systèmes. Et ces lois, en fait, c'est les lois de la thermodynamique. Il y en a 4. Il y a 4 lois. Je veux juste me pencher sur 2 de ces lois-là qui m'ont permis d'en arriver à la conclusion que j'ai identifiée. La première loi, c'est la loi de la conservation de l'énergie. Donc, rien ne se perd, rien ne se crée. Cette loi nous dit essentiellement que dans un système fermé, la quantité d'énergie est constante. Ça, c'est la théorie. En fait, en pratique, tous les systèmes sont des systèmes ouverts, c'est-à-dire qu'il y a de l'énergie qui rentre d'un côté et de l'énergie qui sort. C'est évident, par exemple, avec un moteur d'auto. Le mouvement de l'auto, en fait, consomme donc du carburant, génère de la chaleur du moteur. Les radiations de cette chaleur-là génèrent aussi des sous-produits de la combustion avec les gaz, etc. Évidemment, il faut de l'énergie qui rentre pour entretenir le fonctionnement de ce système-là. C'est évident qu'on doit passer à la pompe pour faire le plein d'essence. C'est vrai aussi pour des systèmes organiques. Évidemment, il faut manger. La transformation de cette énergie-là et son excrétion, en fait, nous permet de maintenir le fonctionnement du système organique. Donc,
En vertu donc de cette loi de la conservation de l'énergie, un système ouvert ne peut pas créer de l'énergie, ne crée pas de l'énergie. L'énergie qui est dépensée, le labeur physique du travailleur par exemple, le mouvement de la voiture, ne peut pas être plus grand que l'énergie qu'on met dans le système, c'est-à-dire la nourriture ou l'essence. Donc il y a une première leçon à tirer ici. Si on considère l'écosystème planétaire comme la lumière de cette fameuse première loi de la thermodynamique, on se rend compte qu'il y a une constante d'entrée dans le système, une constante énergétique, c'est l'énergie solaire, et donc ça met à mal tout le mythe en fait de la croissance continue de l'économie et du développement sans entrave, sans limite, etc. Donc au mieux, ce qu'on peut faire en vertu de cette loi-là, c'est se maintenir au même niveau sans croissance. Une autre remarque qu'on peut faire à ce stade, et ça mène à la deuxième loi de la thermodynamique, en regardant de plus proche les exemples que j'ai donnés, que j'ai utilisés, donc le moteur d'auto, l'organisme humain, on se rend compte que l'énergie qui entre dans le système ne se retrouve pas identique en quantité et en qualité à la sortie du système. Donc l'utilisation de l'énergie par le système, en fait, dégrade l'énergie, réduit l'énergie à un médium qui est moins intéressant. Et c'est justement là qu'on retrouve cette deuxième loi de la thermodynamique qui veut que dès que l'énergie est utilisée, une partie de cette énergie est définitivement perdue sous une forme inutilisable, une sorte de déchet ultime. C'est par exemple la chaleur qui est émise par le corps, qui ne peut pas être captée à des fins utiles. C'est la même chose avec la chaleur irradiée par un moteur d'auto. Donc, ce que cette loi implique, c'est que plus on dépense d'énergie sous une forme utile, plus on réduit la quantité d'énergie utile totale qui reste dans le système. Donc, on accroît le désordre. C'est l'augmentation inéluctable de l'entropie dans l'univers. Autrement dit, plus le développement est rapide et important, plus on se rapproche de la fin du monde. Donc, à l'opposé, plus on restreint ou on limite le développement, plus on repousse le moment où toute l'énergie requise pour assurer la survie de notre espèce aura été dégradée sous une forme d'un déchet inutilisable. Donc, c'est la conclusion que j'annonçais. Plus le développement est réduit, limité et restreint, plus il est durable. Par conséquent, plus une loi empêche le développement, plus elle favorise le développement durable. C'est une espèce de... Cette définition, pour moi, en fait, c'est une espèce d'antidote, une espèce de pluralisme déliquescent de l'ensemble des définitions qu'on retrouve dans le discours sur le développement durable. Donc, c'est peut-être une piste de réflexion à utiliser pour essayer d'inclure ma présentation dans l'ensemble des grandes idées qui étaient discutées par le premier panel introductif du collectif hier. Donc voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci. Maintenant que la fin du monde est annoncée, j'ai plus rien à dire. Merci beaucoup. Bonjour, je suis très contente d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation. Et je suis très contente de passer la dernière du panel parce qu'en fait, je vais vous parler d'interdisciplinarité. Et c'était dans un but de discuter un peu avec vous des limites ou des enjeux qui sont posés par cette interdisciplinarité-là quand on est un jeune chercheur. Et je me disais que dans le cadre du colloque du RDCG, je suis contente de voir qu'il y a plusieurs étudiants au doctorat, entre autres, dans la salle, parce que je me disais que dans le cadre du colloque, c'était peut-être l'occasion de moins réfléchir aux enjeux juridiques à proprement parler, épistémologiques, mais peut-être discuter un peu plus de notre vie de tous les jours en tant qu'étudiant. Et la raison pour laquelle je suis contente de passer en dernier, c'est que dans ce panel, on a parlé de loi de la thermodynamique, on a parlé de sciences médicales et de génétique, puis on a parlé de santé publique, santé communautaire, également avec les droits, les DESC, les droits économiques, sociaux et culturels. Donc, ça fait un peu le tour de ce que je vais aborder avec vous, donc l'interdisciplinarité. Et pour commencer, je vais vous expliquer un petit peu sommairement quel est mon sujet de recherche pour que vous compreniez pourquoi je me suis intéressée à l'interdisciplinarité. En fait, c'est parti d'un constat sur l'emphase qui est mise depuis une quarantaine d'années sur l'autonomie du patient, sur son empowerment, sur la participation active des patients en santé, qui est un phénomène qu'on retrouve tant juridiquement que dans la pratique. Juridiquement, on le voit avec les décisions de la Cour suprême, par exemple avec Carter dernièrement, où on est venu dire que l'autonomie du patient repose également sur le fait de ne pas vouloir demeurer en vie.
on le voit également dans tout ce qui est modèle de soins cliniques et les modèles en recherche clinique. On pense par exemple aux soins centrés sur le patient, au concept de patient partenaire dont l'Université de Montréal est d'ailleurs un phare dans le domaine. On pense aussi à la prise de décision partagée, le shared decision making, qui est beaucoup discuté dans la littérature scientifique depuis au moins les 10 dernières années. Et en fait, ma réflexion est partie du fait de me demander si on pouvait créer un réel arrimage entre ce courant-là de l'empowerment et de l'autonomie du patient et le droit. Et donc, la question de recherche principale que je me pose, c'est la mise en œuvre de l'autonomie des patients au travers de la norme juridique du consentement aux soins est-elle effective? Ce qui m'amène à discuter d'un cadre conceptuel d'effectivité. Et j'entends l'effectivité selon la définition qu'en donne Guy Rocher. Et donc, mon approche jumelle à la fois l'effectivité attendue de la norme, donc ses objectifs explicites et implicites, ce qui est attendu de la norme, mais également l'effectivité observable. Donc, quelle est l'étude des phénomènes, des facteurs qui vont faire en sorte que la mise en œuvre de la norme sur le terrain, ses effets pratiques, les comportements des acteurs touchés vont être modifiés ou non en fonction de cette norme-là. Les effets pouvant d'ailleurs être souhaités ou non, être directs ou indirects. Et cette interdisciplinarité-là dans le sujet s'explique en partie également par mon cheminement académique, puisque j'ai fait un baccalauréat en droit, j'ai fait mon barreau, et j'étais donc une positiviste sans le savoir, parce que, comme plusieurs d'entre vous qui avez fait un baccalauréat au Québec, on ne discute pas de questions épistémologiques pendant le baccalauréat. On est tous formatés comme des juristes techniciens un peu, qui vont pratiquer le droit et qui sont donc très positivistes, mais on n'en est pas conscient. Et ensuite, j'ai entrepris des études à la maîtrise en santé publique. Et là, je me suis retrouvée dans un tout autre univers où j'ai étudié l'épidémiologie, la biostatistique, les méthodes qualitatives et quantitatives de recherche, avec tout ce que ça comporte de tests de corrélation de Pearson, de questionnaires d'enquête, de méthodes d'entrevue et de groupes de discussion, ou focus group. Et puis, à travers le mémoire que moi j'ai fait qui portait sur la validation d'un outil de mesure psychométrique du conflit décisionnel des patients, en fait, comme j'ai travaillé énormément sur la prise de décision partagée, le droit du consentement aux soins était toujours quelque part en arrière de ma tête. Et les liens entre ce concept-là de shared decision making et de consentement aux soins étaient constamment faits de façon plus ou moins consciente. Et un jour, je suis tombée sur un article scientifique où une équipe multidisciplinaire, ou interdisciplinaire, on verra, mais une équipe composée à la fois de chercheurs cliniciens et de juristes avait monté 3 panels de jurys fictifs auxquels on exposait un cas de jurisprudence réelle qui s'était passé aux États-Unis. Et là, ce qu'on essayait de voir dans cette étude-là, c'était l'impact d'un outil d'aide à la décision, donc un outil d'aide qui est censé favoriser l'autonomie et la prise de décision du patient, sur une décision de responsabilité du médecin qui serait à la suite d'une décision, donc qui serait donnée par un jury. Et là, j'ai eu un déclic en me disant, OK, c'est possible de faire la recherche empirique en droit, en jumelant mes intérêts, donc pour la santé publique et pour le droit, ce qui m'a amené à faire un retour au droit à travers ma question de recherche que je vous ai exposée précédemment. Donc, avec le retour au droit, c'est à ce moment-là, en fait, rendu au doctorat, où là, j'ai eu des cours d'épistémologie et de méthodologie juridique, où j'ai compris, en fait, que j'étais une positiviste malgré moi, et où j'ai compris que le droit, mais mon Dieu, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Il y a du pluralisme, il y a de l'internormativité, il y a toutes sortes de choses. Et ce qui m'a aussi amené à me questionner sur l'interdisciplinarité, parce que pour le moment, je l'avais toujours pratiquée de façon intuitive ou malgré moi, parce que j'avais baigné dans 2 univers différents, puis je l'appliquais de façon inconsciente. Et donc, je me suis posé la question, maintenant que je suis consciente de moi et de ce que je fais dans la vie, qu'est-ce que c'est l'interdisciplinarité? Et en fait, c'est poser une question de recherche de concert entre 2 ou plusieurs disciplines. C'est de définir une problématique dans une perspective intégrée de
donc 2 ou plusieurs disciplines, en favorisant constamment des échanges entre les langages scientifiques différents, entre des cadres conceptuels différents, entre des méthodes différentes également. C'est un processus dans lequel on développe une capacité d'analyse et de synthèse à partir des perspectives de plusieurs disciplines, où on va tenter de synthétiser et de relier des concepts disciplinaires, du savoir disciplinaire, et de le replacer dans un cadre systémique plus large. Tout ça, c'est bien beau, mais clairement, quand on fait un doctorat qui se veut interdisciplinaire, comment est-ce que ça fonctionne? Et quelles sont les limites et les enjeux auxquels on va nécessairement être confronté? Et un des articles que j'ai énormément, qui m'a beaucoup aidé, c'est un article paru dans The Guardian en février dernier, où une doctorante en Grande-Bretagne disait en fait, et ça va résumer très bien là où je vais en venir, c'est-à-dire l'interdisciplinarité est fortement encouragée dans nos universités. L'interdisciplinarité est fortement encouragée par les organismes subventionnaires. La plupart des demandes de subvention que vous aurez à déposer ou que vous déposez en ce moment vont vous demander « Oui, mais êtes-vous allé chercher la perspective de telle autre science? Êtes-vous allé chercher la perspective de telle autre discipline? Puis avez-vous pensé inclure des historiens, des sociologues, des anthropologues dans votre demande pour avoir une perspective holistique sur votre question de recherche? » Parfait. Ça a donc des bénéfices importants, entre autres ces questions-là d'approche holistique d'une même question. Ça permet aussi, quand on est doctorant et qu'on s'intéresse à une question, d'avoir une certaine indépendance par rapport à notre sujet, parce que comme on est en train de jumeler plusieurs disciplines, on se retrouve à être une espèce d'expert unique de cette question-là dans nos perspectives, mais ça a aussi un impact sur le soutien qu'on va pouvoir aller avoir, parce qu'on devient, à un moment donné, une espèce de bibite extraterrestre où on n'est pas capable d'avoir un soutien adéquat selon différentes questions. Les risques aussi vont être au niveau de la publication. Quand vous voulez publier une recherche interdisciplinaire, ça va être plus compliqué parce que les journaux, par exemple, très spécialisés en droit vont vous dire que vous n'êtes pas assez juridique. Et à l'inverse, les journaux très, très spécialisés en recherche clinique médicale vont vous dire que vous êtes trop juridique. Et donc, il va falloir essayer de trouver un journal qui va allier les deux. La difficulté aussi qu'on a, qui est selon moi moins importante peut-être en droit parce que c'est moins regardé, mais c'est les facteurs d'impact des journaux. Si j'étais en train de faire mon doctorat en santé publique, par exemple, je serais fortement encouragée à soumettre des articles dans des journaux avec un fort facteur d'impact parce que ça va être pris en considération après ça par les organismes subventionnaires, entre autres. Et là, à ce moment-là, je me retrouve avec des journaux où le facteur d'impact est moindre, ce qui pose une difficulté supplémentaire. Est-ce que je suis dans le... Il te reste 20 secondes. Ah, bon, c'est merveilleux. Et donc, mon propos sur l'interdisciplinarité se veut surtout en fait, je vous lance des questions sur comment est-ce qu'on pourrait améliorer ce travail interdisciplinaire-là auprès particulièrement des jeunes chercheurs. Entre autres, comment est-ce que les institutions académiques peuvent peut-être mieux tenir compte de l'interdisciplinarité qui est demandée aux jeunes chercheurs, non pas dans le travail d'équipe qu'ils vont faire avec d'autres, mais vraiment l'interdisciplinarité qu'on demande aux jeunes chercheurs d'avoir de façon très intrinsèque. Donc, comment est-ce que les institutions académiques peuvent tenir plus compte de cette nouvelle réalité-là dans la mise en œuvre, la mise en place de ces structures? Comment est-ce qu'il peut aussi avoir peut-être un dialogue enclenché avec les éditeurs de journaux sur avoir des réviseurs qui proviennent de différentes disciplines, avoir une ouverture sur des sujets plus interdisciplinaires sans se voir toujours sommé d'être trop ceci ou pas assez cela. Et autre réflexion aussi, c'est malgré le discours qui favorise l'interdisciplinarité, particulièrement auprès des organismes subventionnaires, comment est-ce qu'on peut tenir compte des réalités que cette interdisciplinarité-là impose nécessairement et qui va poser des défis particuliers chez les jeunes chercheurs, puisque après ça, on va être soumis à des critères d'évaluation d'experts d'une seule discipline qui n'auront pas nécessairement la vision ou interdisciplinaire nécessaire pour évaluer nos futures demandes de subvention. Voilà. J'ai dans le temps.